Terminer avec deux points que je considère importants. Le premier, vous l'avez compris, dans ma présentation, ce que j'ai essayé d'illustrer, c'est un rôle nouveau que l'État doit jouer. Au fait, c'est un PPP à l'échelle de stratégie nationale. Okay. Le PPP, c'est le partenariat public-privé, mais à l'échelle d'une stratégie nationale. Et le PPP bénéficie donc de l'effet de levier financier. Ce sur quoi nous travaillons, et ce que nous allons recommander au prochain gouvernement, c'est de développer un modèle tunisien de PPP social, ou ce qu'on appelle le PS2P, ou PSPP. Alors c'est quoi ça? C'est tout simplement, et là je vous l'avais promis tout à l'heure, c'est le rôle de la société civile. C'est une troïka entre le gouvernement, la société civile et le privé. Okay. Bon, c'est toutes les activités sociales, c'est-à-dire l'infrastructure sociale, c'est-à-dire aider les pauvres, aider les handicapés, améliorer la qualité de vie, etc. Et moi, ce que je préconise, c'est que la société civile peut faire un bien meilleur travail que l'État, si elle est bien encadrée. Il y a des conditions. Je m'explique. Si je prends 10 dinars que je dépense, et d'ailleurs j'aimerais vous dire que 62-63% du budget de l'État va vers des activités sociales. Évidemment, j'inclus l'éducation, la jeunesse et les sports, etc., la santé. 63% du budget de l'État est orienté vers le social. Si je prends donc 10 dinars, évidemment ça ne s'applique pas à tout, hein. Donc il faut trouver les bonnes formules. Si je prends 10 dinars que l'État dépense à travers le budget, et supposons qu'on crée 2 dinars équivalents en termes de bien-être ou d'amélioration du niveau de vie. Okay. Ce que je propose, c'est que les 10 dinars, si on devait donner ça à la société civile, on va peut-être créer 4 ou 5 dinars de valeur ajoutée. Pour des raisons très simples. C'est que, tout comme on l'a dit tout à l'heure, pour les investissements privés, avec une participation de l'État pour donner cet effet de levier, cette force de frappe, la société civile aussi peut jouer son rôle. Et la société civile, aujourd'hui, son plus gros problème, c'est le financement. Vous les voyez de temps en temps, ils passent nous voir pour demander 500 euros, 1000 euros pour aider les enfants handicapés ou que sais-je. Si on devait allouer une partie du budget et qu'on fasse le test, je suis certain que la valeur ajoutée va être beaucoup plus importante. Pour une raison très simple, c'est que qui dit société civile dit qu'il bénéficie de l'avantage de la proximité, de la connaissance du terrain. Ils connaissent les gens, ils connaissent la population, ils sont mieux placés. Vous savez, ils ont fait des études empiriques où ils demandent à des experts, par exemple, où est-ce qu'il faut qu'on mette un hôpital, enfin, dans une ville. Et les experts font leurs études, etc. Puis ils disent c'est dans cet endroit-là qu'il faut le mettre. Ils posent la question à la société civile, à la société donc. Hein. Et la réponse est non, c'est là-bas qu'il faut mettre. Ils ont prouvé que dans la plupart des cas, c'est la société civile qui avait raison. Parce qu'ils connaissent le terrain. C'est leur communauté, c'est leur espace. Donc ça, c'est un test qu'on voudrait bien faire. Et si ça marche, je reviendrai faire une conférence à HEC Paris pour en parler encore davantage. Donc, bon, je m'excuse si j'étais lent, mais j'aimerais terminer juste par une sorte de petite conclusion. Donc, l'objet du plan GESMA, pour ce qui est donc de la mise en place d'un environnement porteur, c'est la création d'une chaîne de valeur. Et de couvrir toute cette chaîne de valeur. Je parlais tout à l'heure, par exemple, du système financier. La chaîne de valeur va de la microfinance au plus grand projet. Et
en tant que gouvernement de transition, la première initiative que j'ai lancée, et tout ça en l'espace de 6 mois, c'est la réforme complète de la microfinance en Tunisie, par exemple. Parce que ça, c'est une réponse rapide qu'on peut donner. Vous savez, un nouveau crédit, c'est un poste d'emploi minimum. N'est-ce pas, concret? Donc nous avons fait ça. Nous avons mis en place un nouveau cadre, certes pas idéal, il va s'améliorer, mais au moins ça a le mérite d'exister. D'ailleurs, ça a été énormément apprécié par les experts et les opérateurs en microfinance. Donc tout ça, c'est pour encourager donc, le développement de cette industrie. Je ne vais pas m'étaler, mais on a mis tout ce qu'il faut pour réussir cette industrie, c'est-à-dire un cadre réglementaire, une centrale des risques, etc. etc. Et on a fait ça très, très rapidement. On a mis aussi en place le cadre réglementaire du private equity, c'est-à-dire du capital risque. Et ça, c'est très important, parce que le capital risque en Tunisie, il est vraiment naissant. Et c'est dommage, parce que vous savez qu'en Tunisie, 85% du tissu économique tunisien est composé de PME-PMI. 85%. Alors 85% de PME-PMI, il n'y a pas un marché de fonds propres de PME-PMI. C'est-à-dire que le propriétaire d'une boîte qui réussit, qui est emballé, qui a des marchés, il a des commandes, mais il va voir sa banque pour le financement, il dit la banque, mais il faudrait mettre du capital. Mais je dis, mais je n'ai pas de capital. Il n'a pas où aller. Donc il fallait par conséquent créer un nouveau marché, un marché de capitaux, donc de fonds propres, d'equity, pour les PME-PMI. C'est un peu dommage que ça n'a pas été fait, mais ça n'a pas été fait. Et par conséquent, il faut le faire. Donc, comment le faire? On a créé le cadre réglementaire. Il y avait des SICAR, ce qu'on appelle les SICAR en Tunisie, ce sont des banques déguisées. C'est des banques déguisées qui profitent d'une incitation fiscale, voilà, et généralement dirigées par la banque elle-même. Alors, on sait très bien qu'il faut qu'il y ait une séparation claire et nette entre la banque et les opérateurs en private equity. Mais bon, ça a le mérite d'exister. Il faut maintenant transformer tout ce beau monde en vrai opérateur de private equity. Donc, il y a un travail de formation. Je sais que dans la salle, il y a ceux qui m'écoutent avec beaucoup d'intérêt. Et on a besoin de vous. C'est-à-dire qu'il faut vraiment former très rapidement ces gens pour qu'ils comprennent ce que c'est que ces métiers de capital risque, de capital développement, de capital transmission, de capital retournement, etc. Ils ne savent pas. Et c'est ainsi que nous allons pouvoir justement répondre aux besoins des PME, PMI tunisiennes. Ça va prendre du temps. Maintenant, comment créer ce marché? Je vous l'avais promis tout à l'heure, vous avez peut-être oublié, je vous avais dit qu'il y a un fonds de fonds dans le fonds générationnel qui est le fonds de private equity, justement. C'est-à-dire que c'est un fonds qui va mettre le seed money dans de nouveaux fonds qui seraient créés par des sponsors qui s'intéressent. Franchement, il y a matière à s'intéresser à cela, parce qu'on peut faire beaucoup d'argent. Mais il faut bien maîtriser cette discipline. Hein. C'est pas facile. Bon, c'est très bien pour ceux comme moi qui étaient associés à cette activité. Ça prend du temps et c'est pour ça que la formation, il faut la commencer tout de suite. Donc j'espère qu'avec cela, nous allons créer donc, un marché de capitaux. Alors, autre chose, bon, vous allez me dire que les entreprises privées ou les entreprises familiales, généralement, sont très, très réticentes pour ouvrir leur capital. C'est dommage parce qu'on sait, j'en parlais tout à l'heure avec un ami qui est ici d'ailleurs, que la participation dans le capital d'une PME, d'un investisseur professionnel, c'est toujours une bonne chose. C'est toujours une bonne chose. Parce que soigner l'acte d'investir, c'est la chose la plus importante. Et on ne peut soigner l'acte d'investir que lorsqu'on est un professionnel de l'investissement. Évidemment, on connaît le domaine. Quand un jeune homme de 30 ans ou de 28 ans va voir un père de famille qui a 60 ans ou 65 ans, qui connaît très bien son affaire, son industrie, il dit « Qu'est-ce que tu vas m'apprendre ?» Mais la vérité, c'est qu'il peut quand même lui donner une idée ou deux. Il faut être ouvert à cela.
Ça, c'est les vrais professionnels donc, de l'investissement et on a besoin de professionnaliser donc, les métiers d'investissement dans notre pays. 85%, c'est quand même énorme. Il faut donc professionnaliser cela. Aussi étonnant que cela puisse paraître, il n'y a pas eu un seul fonds mezzanine en Tunisie. Et les fonds mezzanine, c'est ce qu'on utilise comme préalable pour l'ouverture au capital. C'est du quasi-capital. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans les fonds propres. L'entreprise familiale n'ouvre pas le capital, mais ça renforce les fonds propres de l'entreprise et donc ça va permettre à l'entreprise d'aller à sa banque et d'obtenir des financements. À longueur de journée, dans les journaux, à la télévision, à la radio, on pose toujours le problème. Les PME qui ne trouvent pas de financement, le problème c'est les banques qui ne veulent pas financer, c'est mal poser le problème. Le vrai problème, c'est un problème d'equity, de capital, pas d'endettement. Parce qu'une entreprise qui est bien capitalisée, qui est bien structurée, qui a un marché porteur, il n'y a aucune raison pour que les banques ne lui accordent pas le financement. Mais une entreprise familiale qui est créée, et puis le promoteur, la première des choses qu'il fait, c'est acheter une voiture de luxe, et puis acheter une villa dans le quartier le plus huppé de la ville, etc. Évidemment, la banque elle ne va pas répondre favorablement à sa requête. Et malheureusement, on en voit aussi de ces cas-là. Donc, ça, c'est le premier point. Le dernier point, c'est la technologie. Je vous le disais tout à l'heure. Moi, je pense que la technologie peut consolider, peut jouer un rôle très important dans la consolidation de la démocratie. Et il y a plusieurs manières de voir la chose. Peut-être l'aspect le plus important, c'est la transparence. La transparence à tous les niveaux. La transparence du gouvernement central, la transparence des départements, la transparence des offices, la transparence de la collectivité locale. Parce que la transparence veut dire, c'est répondre d'une manière claire et nette à des questions toutes simples. Pourquoi vous n'avez pas construit l'infirmerie que vous m'avez promis lorsque je vous ai élu dans la collectivité locale, par exemple? Entrez dans le système, posez cette question, vous avez la réponse. Et vous savez quoi? Lorsque les prochaines élections arrivent, ce sont d'autres qui vont avoir la chance d'être élus, parce que ce sont les autres qui vont avoir la meilleure chance de servir leur communauté. Et cette transparence-là, la technologie peut le permettre. Et c'est pour ça que moi je suis peut-être un peu rêveur, mais je pense que la Tunisie a une vraie chance aujourd'hui d'être le premier pays arabe et africain à être complètement connecté. Et je pense qu'on doit bien le rendre à nos jeunes, ceux qui ont mené cette révolution, à coup de Facebook et de Google, et qui ont fait la première cyber-révolution dans le monde. On leur rendrait bien en leur donnant un gouvernement qui est à la page de la technologie et avec lequel ils peuvent communiquer, même en utilisant la langue phonétique qu'ils ont créée pour communiquer entre eux. Je vous remercie.